Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Formula Wrestling. On se retrouve pour le deuxième numéro du F1 RC Podcast, le deuxième numéro consacré au Grand Prix du Portugal à Portimao. Ce deuxième numéro qui est en fait le deuxième numéro puisque j'ai commencé le F1 RC Podcast il y a 2 semaines lors du Grand Prix le week-end du Grand Prix d'Italie à Imola. Eh bien, voilà, c'est le deuxième numéro. Je tiens à préciser une petite parenthèse avant de continuer le podcast que eh bien c'est le deuxième numéro parce que à l'origine je voulais commencer aux alentours du Grand Prix de Bahreïn, donc après le Grand Prix de Bahreïn. Et puis finalement ça ne s'est pas fait parce que voilà, la chaîne fêtait son anniversaire aux alentours du Grand Prix d'Imola. Et eh bien j'ai voulu lancer mon podcast à la fois sur Spotify, sur Encore et YouTube uniquement à cette période-là pour fêter un petit peu l'anniversaire de ma chaîne YouTube qui a fêté ses 4 ans. Voilà, donc c'est le deuxième numéro de ce F1 RC Podcast que vous pouvez bien entendu retrouver sur Spotify, sur Encore et sur YouTube. Merci à toutes les personnes qui ont écouté mon podcast sur ces trois plateformes. Merci à vous du fond du cœur. Et sur ce, eh bien, on va passer à la présentation du circuit. Alors, déjà, on va commencer avec le nom du circuit. Alors, le nom du circuit en portugais, s'il vous plaît, c'est Autódromo Internacional do Algarve. Donc, le Autodrome International du Algarve, ou plus communément appelé circuit de Portimao, ou Circuit de Portimao en portugais. Oui, je suis lusophone, du coup, j'ai eu l'honneur de pouvoir vous le dire en portugais. Donc, cet Autódromo International do Algarve, comme on le dit en portugais, c'est un complexe sportif en fait qui regroupe le circuit de Formule 1 tel qu'on l'a vu lors du week-end, mais aussi la piste de karting qui est tout au nord-est, je crois, de la piste. Puisqu'il y a une piste de karting qui est reconnue par la FIA, qui est inscrite au championnat du monde de karting. Et donc voilà, c'est un complexe sportif, ce circuit de cet Autódromo International do Algarve, qui est aussi eh bien, communément appelé, comme je l'ai dit précédemment, circuit de Portimao. Donc c'est un circuit qui a été créé dans le but d'accueillir des événements sportifs automobiles, plusieurs catégories, la F1, la LMP1, les courses d'endurance, etc. Et il a accueilli la F1 dans le cadre des essais privés qu'il y a eu bien avant la saison 2020 finalement, hein. Il a été inauguré en 2008 et il a été le théâtre de certains essais privés, notamment vers 2008-2009, au moment du changement de réglementation qui a vu les voitures évoluer entre 2008 et 2009. Donc voilà, c'est un circuit qui était déjà très apprécié des écuries après avoir été inauguré en 2008. C'est un circuit très apprécié des pilotes et vallonné. Alors j'ai dit très apprécié, mais vous allez le voir plus tard, ou plutôt vous allez l'écouter plus tard, que finalement il n'est pas si apprécié que ça, d'après les dires de certains pilotes. Mais voilà, c'est un circuit vallonné. Il a obtenu sa certification grade 1 par la FIA en avril 2020, donc c'était il y a à peine un an. Et eh bien, ce circuit a pu enfin être officialisé lors du week-end du 23 au 25 octobre 2020. Il a été le premier Grand Prix du Portugal depuis 24 ans en 2020, puisque le dernier Grand Prix du Portugal avant 2020 c'était 1996. Et le dernier vainqueur à avoir gagné un Grand Prix du Portugal avant 2020 c'était à Estoril. C'était Jacques Villeneuve, pardon, qui était le dernier vainqueur du Grand Prix avant que ce ne soit Lewis Hamilton qui l'emporte en 2020 pour l'édition 2020 du Grand Prix du Portugal. C'est un circuit qui fait 4 km 653 et possède des 15 virages. C'est l'un des circuits les plus spectaculaires du championnat. Le circuit est décrit comme une montagne russe par les pilotes, et oui, c'en est une. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de collines, beaucoup de virages en aveugle dans ce circuit, et c'est pour cela qu'on a eu quand même on a eu quand même comment dire, un circuit qui est très apprécié de par sa difficulté bien évidemment, mais aussi de par son tracé qui est assez unique. Et donc en 2020, pour revenir à 2020, puisque le Grand Prix a été inauguré en 2020, le Grand Prix du Portugal à Portimao, cette première course à Portimao a porté donc la première pole à Lewis Hamilton, c'était sa 99e je crois, 90e.
je me rappelle plus. Bref, c'était une pole de Lewis Hamilton, une 16.652. Le vainqueur 2020, c'était Lewis Hamilton sur Mercedes. Et le record du tour en course, une 18.750 signée par Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton, sur Mercedes. Voilà, c'était tout pour la petite présentation du circuit où j'ai donné le nom et j'ai donné quelques petites anecdotes. Et donc maintenant, on va passer aux prochaines étapes du coup de ce podcast. Alors avant de continuer, je tiens à vous dire que je vais faire ça en trois étapes du coup, comme précédemment, comme dans le précédent podcast. C'est-à-dire une première partie où je vais parler des essais et des qualifications, une deuxième partie où je vais parler de la course en grande ligne, bien évidemment, et puis en troisième partie, je parlerai de mes tops et flops, et oui, mes tops et flops du week-end du Grand Prix du Portugal, comme lors du podcast précédent. Ces tops et flops, c'est bien évidemment inspiré de ce que j'avais déjà fait sur ma chaîne YouTube Formula Wrestling, où j'avais bien fait une série de vidéos sur le championnat du monde 2018 de Formule 1. C'était F1 Review, je crois. Et donc j'avais fait voilà, des tops et flops aussi à ma façon. Et donc voilà, j'ai repris le concept pour mes podcasts. Je ne l'avais pas précisé lors du numéro précédent, mais voilà, je voulais pas que ce soit non plus un épisode qui soit trop long. Et voilà, je tiens à le préciser maintenant. Donc voilà, après ce top et flop du week-end, je donnerai du coup ce qu'il faut à retenir du Grand Prix et je terminerai par donner mon avis. Donc on va commencer par parler des essais et des qualifications et ce qu'il faut retenir des essais libres. Et oui, il y a des choses à retenir des essais libres. Alors tout d'abord, il faut savoir que tout se déroule comme prévu, pas d'incident à noter, pas mal de tours annulés, pardon, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un circuit qui est très compliqué, très exigeant, avec beaucoup de virages en aveugle. Et donc, eh bien, on a eu quelques tours de piste, pas mal de tours de piste qui ont été annulés, pas mal de tours chronométriques qui ont été annulés par les commissaires. Mais Mercedes a quand même dominé les débats en essai libre 1 et 2. Et puis Red Bull était à l'assaut. C'est-à-dire qu'en essai libre 1 et 2, il me semble que c'était les Valtteri Bottas qui était le meilleur en essai libre. Je veux voir. Lewis Hamilton était meilleur en essai libre 2 et en essai libre 1 c'était Valtteri Bottas. Max Verstappen était deuxième lors des essais libres 1 et 2 et puis il enchaînera avec le meilleur temps en essai libre 3. Euh, et Red Bull était donc à l'assaut. Durant les essais libres 1, il faut retenir que Verstappen s'est plaint de vibrations sur sa monoplace. Il n'était pas très content, le pilote hollandais. Les Alpines étaient donc présentes, elles, en P5 et P6 en essai libre 2. Mais bon, voilà, ce sont des essais libres, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces performances-là, puisque ça ne reflète pas encore les performances pures qu'on pourrait voir encore en course, en tout cas à ce moment-là, quoi. Et puis ensuite, toutes les écuries ont finalement réalisé tout ce qu'elles voulaient avant les qualifications. Donc voilà, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident technique majeur sur les monoplaces qui ont été utilisés par les pilotes pour ces essais libres. Donc voilà, on avance sur les qualifications en ayant quand même une certitude, c'est que Mercedes et Red Bull sont devant et que les autres, eh bien, ils vont essayer de faire en fonction du temps qu'ils pourront faire. Et donc on va passer au récit des qualifications. Et donc pour ce récit des qualifications, eh bien, il faut savoir que il y avait beaucoup de vent à Portimao. Alors j'y suis déjà allé à Portimao sur pas loin du circuit. Je suis allé sur le circuit de karting qui est juste derrière. Il y avait une partie où le circuit karting était coupé en deux. Et donc je connais cette zone pour y être allé une fois et je sais qu'il y avait pas mal de vent et donc c'est une zone très très venteuse à Portimao, hein. Très venteux. Et donc, on se retrouve du coup avec pas mal de vent, avec pas mal de pilotes qui se plaignent de l'intensité du vent. Bref, pas mal de tours chrono ont été supprimés lors de ces essais qualificatifs. Donc là aussi, comme en essai libre 1, pas mal de temps ont été annulés. Il faut savoir que le vent n'a pas forcément aidé, puis la nature difficile de la piste a fait que c'était très difficile. Pour revenir du coup aux qualifications, les deux As qui commencent en fond de grille, comme il était c'est un petit peu un sentiment de normalité, puisque les As se sont qualifiés P19 pour Mick Schumacher et P20 pour Nikita Mazepin. On a eu Russell qui a étonné avec une étonnante P12 à la fin de la Q1, son coéquipier est quant à lui P18. Là aussi c'était une très belle surprise de George Russell en qualification, qui a étonné tout le monde en se qualifiant du coup 12e lors de la Q1, je dis bien lors de la Q1, puisque vous allez le voir lors de la Q,
la Q3, la Q2, pardon, on aura une autre surprise. Ensuite, on a eu Mercedes qui a semblé confirmer ce qu'on avait vu en essai libre. Donc Mercedes à l'issue de ses qualifications, eh bien, a signé les deux meilleurs temps, enfin les deux meilleurs temps finalement de cette course. À noter du coup le meilleur temps en tour en qualification pour Lewis Hamilton, même s'il n'a pas signé la pole position en Q2, une 17 968. Personne ne sera allé aussi vite que le pilote britannique Sir Lewis Hamilton qui eh bien, avait fait un très très bon temps en qualification en Q2. Il a fini en P2 lors de la Q3. La surprise de la Q1, c'est bien évidemment l'élimination de Daniel Ricciardo pour McLaren, qui a fini P16. Et là aussi, c'est une surprise, aussi une déception. En Q2, Fernando Alonso finit P13 sur Alpine. Bien évidemment, là aussi, il s'agit d'une déception. Lando Norris surprend pendant un petit instant avec la P3, mais finalement, il finit par se qualifier 7ème. Et puis on a George Russell qui a fini P11 lors de ses qualifications en Q2. C'est énorme, son coéquipier est fini 18ème dans le fond de grille avec une voiture, une monoplace pardon, voilà, qui n'est pas si extraordinaire que ça. La Williams, elle a encore quand même pas mal de défauts qui viennent de l'année dernière. Et puis quand on se penche sur les temps réalisés par George Russell, on voit quand même qu'il a amélioré de 6 dixièmes par rapport à son ancien chrono qui a été une 19 797 en Q1 et une 19 109 en Q2. Donc voilà, on a vu George Russell qui a augmenté de son temps autour d'au moins 6 dixièmes, donc c'est énorme. Donc incroyable, les conditions de piste aussi ont changé, hein, il faut le dire. Entre la Q1 et la Q2, la piste s'était améliorée, il y avait un peu moins de vent, mais voilà, ça s'était bien soldé par une Q1, une P11 pour George Russell. Toujours pour parler de la Q3 cette fois-ci, bon j'ai déjà parlé un petit peu du fait que Mercedes avait confirmé, mais là voilà c'est le retour à la normalité de 2020 avec une première ligne 100% Mercedes, pole position pour Valtteri Bottas, une 18 348, suivi par Lewis Hamilton et Max Verstappen complète cette complète avec sa troisième place les trois premières places. Du coup, les deux premières places reviennent au Mercedes, la troisième place à Red Bull et la quatrième, elle aussi à Red Bull, puisque Sergio Pérez s'est qualifié quatrième avec un temps de 1,18 890. Donc voilà, retour à la très bonne perf à retenir la très bonne perf d'Esteban Ocon qui a fini sixième en qualification et Carlos Sainz est cinquième sur Ferrari qui a fait aussi du très bon boulot. Je voudrais aussi souligner bien sûr le retour de Sébastien Vettel en Q3 avec une P10, une retour de Sébastien Vettel en Q3 après s'être qualifié en Q3 avec son Aston Martin qui semblait aller un peu mieux. Mais voilà, après c'était pas encore ça, donc on verra pendant la course, mais je pense que c'était pas encore ça pour Aston Martin. On va parler du coup des déceptions et de la bonne perf des qualifications. Alors j'ai dit les déceptions, pourquoi? Parce qu'il y a deux déceptions. La première c'est Daniel Ricciardo, il s'est qualifié P16 en qualification. Du coup ça représente pour moi une déception, c'est sûr. On est en droit de se poser des questions sur cette qualification du Ricciardo, mais je pense que c'est une série de facteurs qui ont fait que le pilote australien s'est qualifié 16e alors que son coéquipier quant à lui a fini 7e. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à retenir. Donc une déception pour Ricardo, en tout cas pour ce qui est des qualifications. Et Fernando Alonso, qui est aussi une déception, donc c'est pour ça que j'ai dit les déceptions, qui s'est classé 13e avec son Alpine alors que son coéquipier était lui 6e, Esteban Ocon, ouais, qui avait fait un temps en 1 042. Le pilote espagnol n'a pas réussi à aller au-delà des 1 456. Et donc, voilà, le double champion du monde espagnol a commis quand même pas mal d'erreurs et a semblé pas encore à son niveau, en tout cas pas encore au niveau de comprendre sa monoplace vraiment. On sent qu'il est encore en adaptation avec sa monoplace, mais on le verra quand on parlera de la course. On verra un Fernando Alonso assez solide, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, c'est que c'est bien, qu'il est bien de retour et qu'il n'est pas là pour être un simple figurant, même si voilà, il n'est pas encore dans les premières positions comme on voudrait le voir et comme on voudrait voir à Alpine. Ensuite, la bonne perf des qualifications, c'est bien évidemment George Russell. Effectivement, j'aurais bien voulu parler de la bonne perf de Esteban Ocon qui était sixième et Carlos Sainz cinquième,
Mais comment ne pas parler de George Russell qui finit 11e, qui finit aux portes de la Q3 avec une modeste Williams alors que son coéquipier est 18e. C'était extraordinaire, franchement son run en qualification a été extraordinaire. George Russell, on sent qu'il a vraiment de la vitesse, il a vraiment quelque chose ce jeune pilote. Et c'est un jeune pilote britannique qui, je me trompe pas, peut-être pourrait rejoindre Mercedes, hein. En tout cas, c'est tout le bien que je lui souhaite à George Russell, qui est, semble-t-il, en tout cas un très très bon pilote, en tout cas dans l'exercice des qualifications, puisqu'on va le voir plus tard pour la course, ça va pas être forcément la joie pour le pilote britannique. Donc, on va parler du coup de la course en grande ligne. La course en grande ligne. Alors, faut savoir que la course en grande ligne, je vais essayer de faire au plus vite. Je vais essayer de faire au plus vite. Du coup, je vais essayer de parler dans les grandes lignes de cette course. Et puis, je donnerai mon avis sur ce Grand Prix et les points à retenir, bien évidemment, du Grand Prix à la suite de ce week-end de course. Et donc on va parler du coup des grandes lignes. Départ du coup sans problème pour les pilotes, hein. Bon départ de Carlos Sainz qui fait face à la Red Bull de Sergio Pérez et qui lui prend sa troisième place dès le début de la course. Sa quatrième place, pardon. Donc Sergio Pérez qui recule en cinquième position. Euh, et voilà, il n'y a pas eu de gros soucis, en tout cas dans ces deux premiers tours. Je dis bien deux premiers tours, puisque au tour 2, eh bien, abandon de Kimi Raikkonen, il a eu une touchette avec son coéquipier Giovinazzi. Alors je ne sais pas si c'est à cause de l'aspiration, ou si c'est simplement une erreur du pilote finlandais. En tout cas, celui-ci a accroché sévèrement Giovinazzi, qui a eu sa course ruinée du coup par la même occasion, même s'il a continué la course, bien évidemment. Le pilote finlandais qui eh bien, a vu son aileron avant se casser, et puis a fini la course dans le bac à gravier du premier virage, après avoir cogné son coéquipier sur la longue ligne droite des stands. Et donc voilà, on a eu quand même quelques mouvements lors de ce départ, malgré qu'il n'y avait pas eu de problème particulier. Ricciardo qui passe quant à lui de P16 à P13 avant l'incident entre Kimi Raikkonen et Giovinazzi. Safety car qui sort, et puis après cette safety car, on a une série de tours derrière safety car. On a une reprise du Grand Prix au tour numéro 7 et au restart, Max Verstappen qui dépasse Lewis Hamilton pour la P2 alors que Valtteri Bottas était P1. Donc là aussi, on a eu une belle bataille entre Verstappen et Hamilton dès le restart. Verstappen a profité du manque de concentration, je pense, du pilote britannique pour le dépasser sur la ligne droite et pour prendre la deuxième place de façon fort vaillante. Au tour 11, Sir Lewis Hamilton repasse devant Max Verstappen, puis on assiste à une bataille et un duel acharné entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas pour le compte de la première place, et on assiste à Verstappen qui essaie de rattraper finalement les deux pilotes Mercedes. On a aussi Tsunoda qui est averti par son ingénieur de course qu'il a dépassé les limites de la piste plusieurs fois et qu'il faut qu'il fasse très attention. C'était un avertissement, sinon il allait être pénalisé. Là aussi, Tsunoda, il était il était dans le mal, mais il a su se ressaisir, je pense, parce que voilà, il n'aura pas eu d'autres pénalités au cours de cette course. Et donc, on assiste à ce moment de la course, donc après le dépassement d'Hamilton sur Verstappen au tour 11, à une série de tours où le trio Valtteri Bottas, Paul en premier, Hamilton deuxième et Verstappen troisième semble s'éloigner du reste du peloton. On a comment il s'appelle, Sergio Pérez qui réussit à repasser quatrième. Et puis on a Hamilton qui finit par dépasser Valtteri Bottas au tour 20 au premier virage, un dépassement très propre de la part du pilote britannique qui, septuple champion du monde qu'il est, a réussi à faire un très très bon dépassement pour dépasser le pilote finlandais Valtteri Bottas et pour prendre du coup la première place. Pour ce qui est des arrêts au stand, eh bien, on a Carlos Sainz qui s'est arrêté le premier au tour 22. C'est le premier qui a lancé la salve d'arrêt au stand. Et puis au tour 25, on a Fernando Alonso qui était P7 à ce moment-là. C'est aussi à souligner une belle remontée de l'Espagnol double champion du monde qui était eh bien, P13 au début du Grand Prix. Et voilà, c'était un bon.
un bon temps, une bonne chose à souligner au tour 25. Ensuite, on va se concentrer sur la suite de la course. Après ce dépassement de Lewis Hamilton sur Valtteri Bottas, on assiste à un autre duel. Cette fois-ci, Max Verstappen contre Valtteri Bottas. Verstappen 3e et Valtteri Bottas 2e pour la deuxième place. Et ce duel semble s'éterniser, hein, on va pas se le cacher. Mais Max Verstappen, voyant qu'il n'arrive pas à battre Valtteri Bottas, il tente un coup. Il rentre au stand au tour 36 pour mettre des pneus durs. Il sera bien évidemment suivi par Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas le tour suivant au tour 37 pour lui aussi mettre des pneus durs. Et bien à la sortie à la sortie des stands du pilote finlandais Valtteri Bottas, eh bien il y a que Max Verstappen apparaît dans ses rétroviseurs et les deux se battent. Et puis sur ce même tour de sortie du pilote finlandais, le tour 37, au moment où Bottas sort des stands, le tour où Valtteri Bottas sort des stands, pardon, eh bien Max Verstappen finit par dépasser Valtteri Bottas lors de ce même tour et de prendre la deuxième place qu'il ne lâchera pas après ce dépassement. On a eu quelques petites difficultés sur F1 TV hashtag RTBF, surtout à RTBF. Il y a eu des problèmes de son, le commentateur Gaëtan Vigneron a eu quelques problèmes à être entendu, mais bon, ça c'est inhérent, peut-être que c'est dû à des problèmes techniques. Bon, ça on va pas s'attarder dessus. On a eu Ricciardo qui est rentré au stand, il était à ce moment-là P5 au tour 42 et il sort P10 suite à un arrêt qui a duré 4 secondes 2, il aura perdu 2 secondes le pilote australien et donc le pilote australien finira par finir à une position un petit peu en dessous de celle qu'il aurait pu prétendre s'il n'avait pas eu ce souci. Bon, il n'y a pas eu que ce souci, je pense, hein, il y a eu autre chose, mais ça on verra plus tard. Ensuite, on a eu Sergio Pérez. Alors, Sergio Pérez, il était premier à ce moment-là de la course, au moment où Ricciardo entre au stand. Il est un peu plus tard, pardon. Il devient premier puisque tous les pilotes rentrent au stand. Donc, Lewis Hamilton rentre au stand pour chausser des pneus durs. Et suite à cet arrêt au stand de Lewis Hamilton et de tous les autres pilotes, eh bien, Sergio Pérez finit premier et il tient avec ses pneus durs, ses pneus tendres, pardon, médium. C'est des pneus jaunes, donc les pneus médiums. Et il tient jusqu'à 48 tours. Ces pneus ont 48 tours de vie, donc c'est énorme. Et 48 tours, c'est presque la moitié d'un Grand Prix, presque un Grand Prix complet finalement, avec des pneus médiums, des pneus qu'il avait utilisés en qualification. Et voilà, c'était une superbe prouesse de Sergio Pérez qui perdait pas le contrôle de sa monoplace sur un circuit très compliqué, on va le dire. Un circuit qui est comparé à une montagne russe. Et puis à ce moment-là, alors que Perez est premier et que Lewis Hamilton est deuxième, eh bien on a Nikita Mazepin qui reçoit un drapeau bleu tout simplement et qui doit normalement laisser passer Sergio Perez, sauf que celui-ci eh bien ignorera un petit peu le drapeau bleu, il ralentira Sergio Perez, ce qui lui aura valu au pilote russe Nikita Mazepin une pénalité de 5 secondes. 5 secondes pour avoir ignoré un drapeau bleu et avoir empêché Sergio Pérez de continuer son tour. Au tour 49, on a Fernando Alonso qui dépasse Pierre Gasly pour le compte de la 10e place, donc rentré dans les points de Fernando Alonso. Pour une deuxième fois en Grand Prix, enfin après le Grand Prix d'Imola, c'est la deuxième fois qu'Alonso semble être dans les points. Après Imola, en tout cas à ce moment-là, on a Lewis Hamilton qui finit par dépasser Sergio Pérez pour la première place au tour 51, non sans difficulté, hein, faut le dire, sans difficulté puisque le pilote mexicain était en difficulté avec ses pneumatiques. Sergio Pérez qui finira ensuite par rentrer au stand pour chausser des pneus tendres et il sort en P4. Donc il sort à une vingtaine de secondes du troisième. Donc ça a été assez difficile pour le pilote mexicain de rattraper les trois premiers. Mais voilà, c'était un bon coup de la part de Red Bull, une bonne tentative de la part de Red Bull et de Sergio Pérez. Ce qu'il faut retenir aussi à ce moment-là, c'est qu'on a eu quelques droits à quelques dépassements. Là encore, Fernando Alonso qui dépasse Ricciardo pour la P9, ou encore toujours Fernando Alonso qui dépasse Carlos Sainz pour le compte de la P8. Il dépasse la Ferrari de Carlos Sainz, un dépassement sur Ferrari, c'est incroyable de la part de la Alpine, qui était, semble-t-il, en difficulté sur les précédents Grands Prix, en tout cas en qualification, tout du moins.
et qui permet à Fernando Alonso de sécuriser une P8 alors que son coéquipier Esteban Ocon est juste devant lui en P7. Et on arrive du coup à la fin de ce Grand Prix et avec quelque chose aussi à raconter sur cette fin de Grand Prix qui a été assez animée puisque au tour 64, donc sur les 66 tours, Valtteri Bottas décide de rentrer au stand pour changer des pneus et pour mettre des pneus tendres. Il veut le meilleur tour et il tente l'arrêt du coup au stand. Ce qu'il voulait, c'était bien évidemment chausser des pneus neufs pour essayer de gratter du meilleur tour. Au tour suivant, au tour 65, Max Verstappen, sachant qu'il ne va pas dépasser Lewis Hamilton, fait de même, et il rentre pour mettre lui aussi des pneus tendres, et pour essayer d'avoir le meilleur temps au tour de la course, pour espérer avoir, pourquoi pas, lui aussi, le meilleur temps autour du Grand Prix pour avoir le point qui revient au meilleur tour. Et puis finalement, Max Verstappen enchaînera avec un meilleur tour, mais celui-ci est supprimé puisqu'il aura dépassé les limites de la piste au virage, je ne sais plus quel virage d'ailleurs, et c'est Valtteri Bottas qui prend le point du meilleur tour avec un point au meilleur tour qui revient du coup à Valtteri Bottas. Euh, un meilleur temps au tour qui a été signé en 1:19.865. Comme vous pouvez sans doute si vous vous comparez avec la saison précédente, c'est presque une seconde de moins que la saison précédente. Les monoplaces de cette année sont un peu plus lentes que celles de l'année dernière et du coup ça se ressent. Et bien évidemment, les allocations de pneus de Pirelli étaient un peu plus dures que celles de la saison dernière, et du coup, c'est ça qui a fait que Valtteri Bottas et compagnie n'ont pas réussi à faire des temps un peu plus élevés. Néanmoins, ce temps en 1:19.865 signé par Valtteri Bottas n'a pas été signé a été signé lors du tour 65, pardon, euh, avec une moyenne de 209 km/h. Et donc voilà, Sergio Pérez a été du homme du pilote du jour, et c'est sur cela qu'on va finir cette course qui a été pour le moins animée, même si le vainqueur a été un peu prévisible parce que voilà, Lewis Hamilton c'est un pilote qui est incroyable. On va parler du coup des tops et flops du week-end du Grand Prix du Portugal et on va commencer par les tops et sur celui dont j'étais en train de vous parler précédemment, Sir Lewis Hamilton que je place dans mes tops en numéro 1 pour ce week-end. Pourquoi? Eh bien tout d'abord pour la victoire qu'il aura réalisée, par le fait qu'il est toujours leader du championnat avec désormais plusieurs points d'avance. Euh, le pilote britannique qui, euh, qui est du coup en avance je vais vous dire ça tout de suite, de 8 points d'avance sur Max Verstappen. Sergio Perez qui est deuxième du coup, deuxième de mes tops. Donc Sergio Perez parce qu'il a été élu pilote du jour et aussi parce qu'il a fait une très très belle course. Sergio Perez, il a réussi à tenir 48 tours, au moins 48 tours avec des pneus médiums. C'est quelque chose d'assez rare pour être souligné. C'est énorme. C'est comme s'il avait utilisé des pneus durs finalement. Et il aura réussi cette prouesse incroyable et finir quatrième. Donc il était meilleur un petit peu que... Il était un petit peu il avait un bon rythme, le pilote mexicain. Donc d'où la logique de l'avoir placé en deuxième de ces tops. Pour revenir juste à Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton, pardon, il avait fait une belle course. Il a réussi malgré son erreur à se rattraper et à faire des dépassements qui ont été très très bons et qui lui ont permis finalement de remporter la victoire. J'aurais pu mettre Sir Lewis comme j'aurais pu mettre finalement Mercedes, mais le problème c'est que voilà, Mercedes s'est un peu trompé avec Valtteri Bottas, dans la mesure où Valtteri finira troisième de la course derrière Max Verstappen, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis Mercedes en premier dans mes tops et que j'ai préféré mettre Sir Lewis Hamilton, qui pour moi, au vu de ce qu'il a fait dans cette course, mérite amplement cette position dans mes tops. Et donc, après avoir mis Perez en deuxième dans mes tops, c'est temps de mettre le troisième top, de dévoiler mon troisième top de ce week-end. Et mon troisième top de ce week-end, c'est les Alpines. Alors j'aurais pu ajouter Lando Norris pour avoir fait une P5 et pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait en cours de saison. Ou j'aurais pu même mettre Mick Schumacher qui a fait une 17ème place et qui a battu une Williams avec une monoplace pourtant très inférieure à la Williams. Mais
J'ai trouvé que les Alpines ont fait un très bon score. J'ai trouvé que voilà la P7 d'Esteban Ocon et la P8 de Fernando Alonso, c'était un bond en avant. Et que les Alpines, pour la course qu'elles ont fait, pour la course qu'a fait Fernando Alonso qui est passé de P13 à P8, ça a été une très belle course de la part de l'écurie française. Et voilà, j'ai voulu souligner cela en les mettant dans mes tops pour ce week-end du Grand Prix du Portugal. Et j'ai voulu aussi souligner, de toute façon, j'en reviendrai dans ce qu'il faut retenir du Grand Prix. Mais voilà, ils ont fait un petit bond en avant. Et donc dans les flops pour ce week-end du Grand Prix du Portugal, dans mes flops, eh bien j'ai mis en premier Nikita Mazepin. Ça n'est une surprise pour personne. Nikita Mazepin, pourquoi? Parce qu'il a eu une pénalité de 5 secondes déjà pour avoir gêné Sergio Pérez. Et puis parce qu'il finit 19ème, donc bon dernier. Il n'a pas réussi, si vous voulez, à- à maîtriser bien sa monoplace. Il a fini à une lointaine 19ème place, battu, écrasé même par son coéquipier, je trouve, en termes de temps. Bon, il finit dans le même tour que son coéquipier, mais voilà, c'était pas gagné. À un moment, il avait un tour de retard sur son coéquipier. Il a fait plus d'arrêts que la plupart des pilotes, le pilote russe. Il aura fait, si je dis pas de bêtises, attendez, je vais regarder ça tout de suite, mais il aura fait Nikita Mazepin. Il aura fait pour 4 arrêts, 4 arrêts, c'est énorme. Et voilà, et donc du coup, eh bien, il a perdu beaucoup de temps, il a gaspillé beaucoup de ses pneus, le pilote russe. C'est pas que je le déteste, hein, en soi, c'est pas quelqu'un que j'ai dans le collimateur ou quoi que ce soit, hein, mais voilà, j'essaie de me baser sur des faits, et pour moi, Mazepin, pour l'instant, c'est le moins bon pilote du plateau, et il enchaîne les flops. J'espère pour lui que ça s'améliorera, et pour As, mais j'ai de très forts, j'ai de très gros doutes. Ensuite, en deuxième, je mets Carlos Sainz, en deuxième de mes flops. Alors, je sais que c'est un peu sévère quand même ce que je fais, de mettre Carlos Sainz dans mes flops, parce que je sais qu'en qualification, le pilote espagnol avait fini cinquième en qualification, mais voilà, le fait est qu'il finit 11e. Le fait est qu'il finit 11e de cette course après avoir commencé cinquième. Et donc voilà, pour moi, c'est une contre-performance du pilote espagnol qui nous a habitués à quand même à faire de bonnes choses chez McLaren. Et on était en droit de s'attendre à un peu plus de la part du pilote espagnol, qui du coup finit à une lointaine 11e place. Il ne finit même pas dans les points, c'est vous dire un petit peu la déception que c'est pour le pilote espagnol. Et c'est pour cela que cette contre-performance, eh bien, me donne cet avis de mettre Carlos Sainz dans mes flops. Il est deuxième de mes flops du coup, le pilote espagnol. Et en troisième de mes flops, ça a été assez difficile de me décider, parce que en règle générale les pilotes n'ont pas fait de grosses erreurs. Oui, il y a eu l'erreur de Kimi Raikkonen, mais là aussi je n'en tiens pas court parce que je pense que c'est un fait de course. Mais voilà, il n'y a pas eu de grosses erreurs. On a vu Aston Martin, bon j'en parlerai un peu plus tard, qu'il y a eu beaucoup de difficultés, mais là je pense pas que ce soit la faute des pilotes. Mais c'est surtout, eh bien, euh, Yuki Tsunoda que je vais mettre en troisième de mes flops. Alors Yuki Tsunoda qui a fait pas mal d'erreurs, il finit P15 après une qualification en P14. Son coéquipier Pierre Gasly avait fini la qualification en P9 avec l'AlphaTauri. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a un écart. Bon, après c'est pas forcément énorme en termes de qualification, parce qu'il y a quand même quelques dixièmes d'écart, mais voilà, il y a d'autres pilotes qui se sont placés devant. Mais le fait est que l'AlphaTauri a montré au cours de ses débuts de saison qu'elle était capable de lutter pour des positions en Q3, et que Yuki Tsunoda déçoit un peu. Bon, je dirais pas que c'est alarmant puisque c'est un rookie, c'est tout à fait normal qu'un jeune débutant ait du mal. Mais voilà, Yuki Tsunoda qui a dépassé pas mal de fois les limitations de la piste, et qui a été rappelé par son ingénieur en pleine course de ce fait. Et bien, c'est pour cela que je le mets dans mes flops. Mais voilà, j'avais pas beaucoup de pilotes à mettre dans mes flops, parce que pour être honnête, tout s'est plutôt bien passé. Les pilotes ont bien géré cette course.
Il n'y a pas eu de gros soucis particuliers. Donc c'est pour cela que je mets Yuki Tsunoda dans mes flops. Parce que pour moi, voilà, quand on voit Pierre Gasly qui est 10ème alors que Yuki Tsunoda il est fini 15ème, on a le droit de se poser des questions par rapport au pilote japonais. Mais bon, comme je l'ai dit, il est encore en phase d'apprentissage. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il ait du mal. Et j'espère, je lui souhaite de tout mon cœur au pilote japonais qu'il réussisse à s'en sortir. Et donc on va parler, pour bientôt terminer ce podcast, eh bien on va terminer par parler de ce qu'il faut retenir du Grand Prix du Portugal, du Grand Prix du Portugal du coup. Et ce qu'on peut retenir, eh bien, c'est que Mercedes est toujours au top malgré leur communication. Alors c'est vrai que au niveau de communicationnel, Mercedes a toujours dit que Red Bull était une menace, qu'elle voyait Red Bull comme étant plus forte qu'eux. Mais la vérité c'est que Mercedes est toujours au top et on l'a vu lors de ce Grand Prix. On a eu un énorme Max Verstappen, mais surtout on a eu une Mercedes dominante qui n'a pas eu de problème. Du tout, on n'a pas eu de pilote qui se soit plaint particulièrement de la monoplace, au contraire. Et du coup, eh bien, on a Mercedes du coup toujours au top. Ensuite, ce qu'on peut souligner, c'est que Red Bull semble être là et prêt à être challenger de Mercedes. Ils sont présents en tant que, ils renforcent en fait leur deuxième place au plateau des constructeurs. Mais voilà, au niveau des constructeurs, Red Bull est deuxième avec 83 points. Ils ont 30 points d'avance sur 40 points d'avance sur le troisième qui est McLaren. Et eh bien, Red Bull confirme du coup cette deuxième place qui eh bien, leur convient parfaitement pour le moment, en tout cas à Red Bull. Et les pilotes Red Bull ont fait des bonnes choses au cours de ce Grand Prix. En tout cas, Max Verstappen aura été très très bon. Et voilà, et donc Red Bull confirme être challenger, mais là je le dis, ça veut pas forcément dire que Red Bull va battre Mercedes cette saison, mais en tout cas qu'ils sont challenger et qu'ils sont capables de lutter pour la victoire, ça ils en sont, et ce Grand Prix aura au moins montré que Mercedes est quand même une écurie sacrément forte, il faut l'avouer. Red Bull qui manquait de vitesse de pointe, d'après les dires de Max Verstappen, donc reste à surveiller ce que ça va donner en Espagne. Ensuite, on a Alpine qui semble aller mieux avec une P7 de Ocon et une P8 de Fernando Alonso. Alors Alpine semble aller mieux, mais voilà, c'est un Grand Prix qui est assez difficile et donc on s'attendait effectivement à avoir des difficultés pour Alpine, puis finalement ils ont réussi à sortir une P7 et une P8, donc Alpine semble respirer, on va dire, semble respirer de joie, on va dire de joie, mais vous me comprenez, je pense que c'est du soulagement pour Alpine qui pensait eh bien, essayer de faire mieux que les précédents Grands Prix. À Imola, ils ont réussi à avoir 3 points avec une P8 et une P9 et une P10 de Fernando Alonso et de Esteban Ocon. Esteban Ocon finissant P9 et Fernando Alonso finissant P10 suite à la pénalité de Kimi Raikkonen. Mais voilà, Alpine semble aller mieux. Reste à voir ce que ça va donner au prochain Grand Prix, mais pour l'instant en tout cas, sur ce Grand Prix, Alpine semblait aller beaucoup mieux que à Imola ou encore à Bahreïn. Pour en revenir à Kimi Raikkonen, juste avant de continuer, mais ce qu'il faut retenir du Grand Prix, Kimi Raikkonen qui voit son écurie Alfa Romeo porter une réclamation à la FIA pour eh bien, essayer d'annuler la pénalité qu'il a reçue lors du Grand Prix d'Imola. En effet, selon Alfa Romeo, ils ont des preuves qui démontreraient que finalement la FIA se sera trompée pour la pénalité de Kimi Raikkonen à Imola qui lui a privé des points et qui a offert le premier point à Fernando Alonso depuis son retour en Formule 1. Donc reste à suivre quelle sera la décision de la FIA et ce qu'il en découlera. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que Lando Norris a fait une très belle course. Lando Norris que j'aurais pu même ajouter dans mes tops, tellement il aurait fait une très belle course, qui finit P5, après s'être qualifié P7. La McLaren qui semble rouler parfaitement bien. Il semble rester pour le moment en P3 au championnat du monde des pilotes, le pilote britannique. Donc comme vous pouvez le voir au terme de classement des pilotes, euh, on a
On a un Lando Norris qui semble se maintenir ferme en troisième place. Bon, je pense pas que ça va durer très longtemps puisque Valtteri Bottas va sans doute lui emboîter, lui prendre sa troisième place parce que les Mercedes semblent vraiment au-dessus, en tout cas en termes de performance pure par rapport à la McLaren. Mais eh bien, Lando Norris est pour l'instant troisième du championnat et il confirme qu'il fait un très bon début de saison, le pilote britannique, qui a donc fait une très belle course et qui pour l'instant mérite d'être troisième de ce championnat du monde grâce à cette magnifique P5 obtenue au cours de ce Grand Prix, au cours de ce week-end du Grand Prix du Portugal. Ensuite, ce qu'il y a à noter, c'est que Ferrari a encore des progrès à faire. Là aussi, Ferrari n'a pas fait les résultats qu'ils espéraient, c'est-à-dire que les pilotes Ferrari n'ont pas tous les deux obtenu des points. On a eu Carlos Sainz qui a fini 11e et qui n'a pas apporté de points, et on a eu Charles Leclerc qui est arrivé 6e et qui a pris 8 points. Mais voilà, Ferrari est encore un peu loin du quatuor de tête, c'est-à-dire des deux Mercedes et des deux Red Bull. Donc ça reste encore à prouver, il reste encore des choses à prouver du côté de chez Ferrari, il faut encore s'améliorer, il faut encore pousser et espérons qu'en Espagne ce soit beaucoup mieux pour l'écurie transalpine, l'écurie italienne pardon. Et donc, les autres enseignements qu'on a à retenir de ce Grand Prix, c'est aussi, parce qu'on a beaucoup d'enseignements à retirer de ce Grand Prix, c'est que Aston Martin semble être en retrait et souffre. L'écurie fait moins bien que l'an dernier. Et oui, Aston Martin qui a signé une très mauvaise, de très mauvaises positions en course, une 13e place pour Sébastien Vettel qui a fini 13e, et pour Lance Stroll 14e pour Aston Martin. Donc c'est une rechute de la part d'Aston Martin, une rechute qui est bien fait que ça montre un peu les faiblesses de l'Aston Martin. Bon, je ne vais pas dire qu'Aston Martin est devenu trop nul, mais voilà, Aston Martin a encore du travail à faire et on espère pour eux qu'ils vont s'en sortir pour les prochains Grands Prix. En tout cas là, pour ce Grand Prix du Portugal, ça n'était pas vraiment leur fort. On voit qu'au niveau aéro, ils ont encore beaucoup de travail à faire et que du côté de chez Aston Martin, il va falloir s'appliquer. Ensuite, il faut dire et souligner que Williams semble aller mieux en qualification. En tout cas, c'est là ce que montre la P11 de George Russell, mais qu'en course, ce n'est pas forcément cela, puisque George Russell a fini 16e avec sa Williams, juste devant Mick Schumacher. Et Mick Schumacher qui d'ailleurs finira à deux tours et George Russell ne finira qu'à un tour du vainqueur. Donc George Russell qui a battu à plat de couture son coéquipier Nicolas Latifi, qui continue à montrer sa domination. Mais voilà, du côté de chez Williams, en tout cas, ça, ça montre qu'en qualification ils sont là. Après en course, on peut pas encore trop juger parce que les deux premières courses, ça a été des abandons pour les deux pilotes Williams. Mais voilà, en course pour l'instant, les Williams sont encore assez faibles en performance. En tout cas, elles semblent être un peu supérieures à la Haas. Et ensuite, ben, on a Haas qui confirme sa dernière place en championnat, bien évidemment. Nicolas Latifi qui a été dépassé par Mick Schumacher, mais ça n'enlève pas le fait que la Haas reste quand même la pire monoplace du championnat. Et pour cause, puisque Haas ne développe pas la voiture de cette année, la monoplace de cette année, pardon, mais bien celle de l'année prochaine. Donc reste à voir ce que va faire Haas au cours de cette saison 2021. Et puis McLaren qui semble consolider pour l'instant sa troisième place au championnat en termes de classement des constructeurs, puisque McLaren et Mercedes, comme désormais McLaren est motorisée par Mercedes, eh bien elle est à environ 11 points de Ferrari, donc Ferrari est quatrième du championnat, Alpine remonte à la cinquième place avec ses points obtenus, et eh bien on se retrouve du coup avec Red Bull et Mercedes aux avant-postes, Mercedes et Red Bull pardon, aux avant-postes. Donc McLaren semble consolider pour l'instant sa troisième place. Est-ce qu'elle va garder cette troisième place McLaren? On ne le sait pas. En tout cas, pour l'instant, ça semble bien parti. Voilà, je vais donner mon avis du coup sur le Grand Prix du week-end, du Grand Prix du Portugal. Il faut savoir que pour moi, en tout cas, c'était un bon Grand Prix. On a eu quelques jolis dépassements, il faut le dire, hein, c'est la vérité. On a eu quelques bons duels. C'était un peu mieux qu'à Imola, hein, selon moi. Il n'y a pas eu d'accident, donc il n'y en a eu qu'une safety car. Il n'y a pas eu de gros accidents comme à Imola.
Il n'y a pas eu de gros arrêts, mais voilà, c'est un circuit qui est super joli visuellement, hein, parce que avec toutes ces courbes, toutes ces montagnes russes, ces montées et ces descentes, c'est un circuit impressionnant. Et il a tenu pour moi toutes ses promesses finalement, malgré, je dis bien malgré, les critiques des pilotes vis-à-vis du resurfaçage de la piste, parce qu'il faut savoir que il y a quelques mois, la piste du circuit de Portimao, du circuit qui est le Grand Prix du Portugal, le circuit de Portimao a été resurfacé. Et donc, voilà, selon les pilotes, ils ont trouvé que la piste était un peu trop glissante. Même si pour moi, je pense que c'est surtout le fait que les pneus durs de Pirelli, les pneus de Pirelli ont été une gamme un peu plus dure que celle de l'année dernière. Et du coup, ça n'a pas forcément aidé non plus. Plus le fait qu'il y avait du vent aussi, qui a dû rendre les voitures, les monoplaces, pardon, très instables. Et donc, voilà ce que j'avais à dire. Je dirais aussi qu'il faudrait, selon moi, hein, ça ne reste que mon avis, je dirais qu'il faudrait plus de grands prix sur des circuits qui ont une personnalité comme celui-ci. C'est un circuit qui, pour moi, mérite amplement le fait d'être placé dans ce championnat. Et donc voilà, hein, pour moi, s'il faudrait un peu plus de circuits de cette personnalité-là, on aurait des courses vraiment qui seraient palpitantes. Malgré tout, j'ai envie de vous dire, Max Verstappen, on a eu Max Verstappen qui a critiqué ouvertement le circuit de Portimao lors de la séance tout simplement de, de conférence de presse après course. Celui-ci a dit: je ne veux pas revenir, j'espère ne pas revenir sur ce circuit, puisque, comme il l'a dit, il n'avait pas beaucoup d'adhérence, et puis sa monoplace manquait de vitesse. Et donc, et là, il a trouvé que ce circuit n'était pas à son goût, le pilote hollandais, pardon. Ce qui est un petit peu la vie un petit peu différent du côté de Lewis Hamilton qui s'est plaint de l'adhérence de la piste, mais qui disait précédemment, en tout cas avant le Grand Prix, et avant les qualifications, que cette course, que ce circuit lui plaisait énormément. Donc voilà, on a des avis un petit peu différents qui sont finalement pris par rapport au resurfaçage de la piste et pas par rapport à la piste en elle-même. Donc voilà, après, pour rajouter un petit peu mon avis sur ça, les critiques c'est un petit peu personnel, hein, donc c'est pas à prendre non plus au premier degré. Mais voilà, ce circuit, je ne sais pas s'il sera à nouveau au championnat du monde parce que il faut voir un petit peu la situation économique du Portugal à l'heure actuelle. Faut suivre aussi l'épidémie, l'état de l'épidémie actuelle. Est-ce qu'il y aura assez d'argent pour le financement? Parce que s'il n'y a pas eu de Grand Prix du Portugal avant 2020, c'est qu'il n'y avait pas forcément les moyens d'avoir un Grand Prix du Portugal, en tout cas en Formule 1. Et donc voilà, on se retrouve du coup à se demander est-ce qu'il y aura un Grand Prix du Portugal en 2022? Là, la question est entière. Ensuite, avant d'en finir, je voudrais rajouter un mot vis-à-vis des qualifications sprint qui auront lieu à trois reprises cette année en 2021. Alors, c'est mon avis, malheureusement, voilà, je sais que beaucoup de gens ne l'apprécient pas forcément. Je trouve que personnellement, ce n'est pas une mauvaise idée, hein, mais le plan actuel, en tout cas, le plan actuel, c'est-à-dire essai libre d'une heure, des deux essais libres d'une heure le vendredi, l'essai libre numéro 3 d'une heure le samedi, et les qualifications puis la course le dimanche, c'est un plan à ne pas changer parce que ça a toujours été comme ça depuis longtemps et je pense que voilà c'est une formule qui fonctionne donc voilà pourquoi je ne vois pas pourquoi on devrait le changer, mais voilà je ne pense pas qu'un changement soit nécessaire, hein, parce que comme je viens de vous le dire, le circuit enfin le plan actuel, pardon, je peux parler du circuit, mais le plan actuel, c'est-à-dire les essais libres et les courses et la qualification sont d'un au bon format. Et à chaque fois qu'on a essayé de changer de format, en tout cas en qualification, ça s'est pas très bien passé. Mais voilà, je suis plutôt mitigé vis-à-vis de cette inclusion des qualifications sprint. Reste à voir qu'est-ce que ça va devenir, comment ça va se passer, et surtout qu'est-ce que ça va donner sur à ces trois reprises en 2021 pour ces qualifications sprint. Voilà, c'était mon avis. Je suis un petit peu mitigé, pardon. Et du coup, eh bien, on reste à voir ce que ça va donner. Faut donner une chance quand même à du changement. C'est vrai que la Formule 1 voudrait s'étendre au plus grand nombre et c'est tout à fait normal.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'écouter. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain F1 RC podcast qui sera cette fois dédié au week-end du course du Grand Prix d'Espagne qui aura lieu le week-end du 7 au 9 mai 2021. Merci à vous et à bientôt sur Formula Wrestling. C'est Tom, à vous les studios. Bye!